Nouvelle-Calédonie, acte d'allégeance ou prise de possession? À l'occasion du 24 septembre 2018, c'est le moment de s'interroger sur la célébration de l'anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France le 24 septembre 1853, soit il y a 165 ans. Cette célébration officielle passe sous silence un épisode majeur de l'entrée de la Nouvelle-Calédonie dans le sein de l'ensemble français. Cette période ne peut être comprise, en ce qui concerne le Pacifique, que si l'on prend en considération la compétition coloniale entre la France et l'Angleterre. Rappel de quelques faits. L'Anglais James Cook prend possession le 22 août 1770 de la partie orientale de l'Australie. Le lieutenant de vaisseau français Louis Allenot de Saint-Aloarn prend possession, au nom du roi Louis XV, de la partie occidentale de l'Australie le 30 mars 1772. L'Angleterre, redoutant que la France ne colonise l'Australie occidentale en y installant une colonie pénitentiaire, prend possession à son tour de cette partie de l'Australie en 1829. En juillet 1840, la France se fait souffler la possession de la Nouvelle-Zélande par l'Angleterre. La France prend sa revanche en s'implantant aux Marquises en mai-juin 1842, puis en procédant à l'annexion de Tahiti en 1843, suivie par l'expulsion du pasteur anglais Pritchard en 1844. C'est donc dans ce contexte de relations tendues entre la France et l'Angleterre qu'intervient la première initiative française en Nouvelle-Calédonie. Le 7 janvier 1843, le Conseil des ministres, pour ménager les relations avec Londres, arrête le principe que la France renonce à la conquête de vastes territoires. Cependant, l'amiral Duperré, ministre de la Marine et des Colonies, et personnage influent, ne l'entend pas ainsi. Il semble bien que l'amiral Duperré ait, seul et de sa propre initiative, décidé de procéder à l'implantation française en Nouvelle-Calédonie. Il donne des instructions secrètes au contre-amiral Dupetit-Thouars, commandant en chef de la station navale de l'océan Pacifique, visant cette implantation. Dupetit-Thouars répercute ses instructions au capitaine de corvette Julien Laferrière, commandant du Bucéphale, qui doit se rendre en Nouvelle-Calédonie pour justement y installer Monseigneur Douard. C'est ainsi que le 1er janvier, puis les 2 et 3 janvier, et enfin le 10 janvier 1844, le capitaine Laferrière signe avec 14 chefs et coutumiers représentant la terre d'Opao, Nouvelle-Calédonie, un traité d'allégeance à la France. Conformément aux instructions du ministre, la négociation de ce traité est méticuleuse. Après que les chefs et coutumiers aient manifesté leur intention de souscrire à un traité d'allégeance, et avant sa signature officielle par les 14 chefs et coutumiers, le projet de texte a été expliqué en détail, ne passant à un article que lorsque le précédent avait été parfaitement compris, bien examiné, bien commenté et admis par les chefs d'Opao. Le drapeau tricolore fut hissé le 21 janvier 1844 et salué par 21 coups de canon. Sa garde en fut confiée aux missionnaires. Voici la copie du traité reproduite par Yves Persson en 1953 dans son livre « La Nouvelle-Calédonie et l'Europe, 1774-1854 ». L'original du traité qui était déposé aux archives d'outre-mer ayant disparu depuis fort longtemps. Nous, chefs de l'île d'Opao, Nouvelle-Calédonie, Pakili Puma, roi du pays de Coco, Palam,
chef du pays de Balade. Dolio et Toé, frère du roi de Koko. Guapuma, frère du chef de Balade, et ses frères Tiongu et Undo. Teneondi Tombo, roi de Kumak, et ses frères Chopé Meaou, Waloy et Kibat. Au nom du roi de Bondé, ses fils Dunuma Teapea, Koin et Wangeno. Par devant les sous-signés, commandants et officiers de la corvette française Le Bucéphale, déclarons que, voulant procurer à nos peuples les avantages de leur réunion à la France, nous reconnaissons, à dater de ce jour, la souveraineté pleine et entière de son gouvernement, plaçant nos personnes et notre terre d'Opao, Nouvelle-Calédonie, sous leur haute protection vis-à-vis de toutes les autres puissances étrangères et adoptant pour nôtre le pavillon français que nous jurons de faire respecter par tous les moyens en notre pouvoir. Le ministère fut averti de ce traité qu'à Paris, bien entendu, on n'avait pas voulu. Les décisions suivantes furent alors prises de ne pas procéder au retrait du texte auprès des signataires coutumiers, signataires de bonne foi, de ne pas procéder à des actions de colonisation en Nouvelle-Calédonie, mais cependant de retirer subrepticement le drapeau confié à la mission. L'absence de retrait officiel du traité auprès des coutumiers a donc, à leur endroit, maintenu dans son intégralité, en fait et en droit, le traité d'allégeance signé de bonne foi par la partie calédonienne. À la lumière de ces explications, l'acte de prise de possession intervenu 10 ans après, le 24 septembre 1853, apparaît donc non pas comme un acte originel, mais comme la confirmation du traité de 1844. Si l'on osait, on pourrait comparer cela à un mariage célébré le 1er janvier 1844 et consommé le 24 septembre 1853 par une prise de possession. Il paraît évident que cette vérité historique, qui enlève du crédit à une prise de possession unilatérale, doit gêner ceux qui contestent la présence française en Nouvelle-Calédonie. S'il ne s'agit en aucun cas de révisionnisme historique, cela doit constituer cependant une révision déchirante pour beaucoup des partisans de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Élément d'information tiré d'un article de Joël Dauphiné de 1989.